6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Il y a forcément une explication à tout ça. Dans cet épisode, la Terre engloutit toute une rue. C'était fini en un rien de temps, en une seconde. Ça fait peur à voir. Une envahisseuse à 8 pattes. C'est une toile de 120 mètres de long dont on ne peut pas se dépêtrer. Y a-t-il de l'homme au menu? Je pensais qu'elles allaient me dévorer toute crue. Puis, un visiteur inopiné venu du ciel. Et puis ça a fait bam. À quelques mètres près, ces deux hommes y passaient. Des phénomènes bizarres, des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Une toile géante colonise un parc au Texas. C'est une toile de 120 mètres de long dont on ne peut pas se dépêtrer. C'est terrifiant. Quel genre de proie vise-t-elle? Une biche ou un humain pourrait-il se faire prendre? Les habitants craignent que l'envahisseuse à 8 pattes ait pris goût à la chair humaine. J'étais terrifiée à l'idée que les araignées me mangent vivante. Nous sommes au parc du lac Tawakoni au Texas, un espace vert paisible situé à 80 km à l'ouest de Dallas. Le 6 août 2007. Le garde forestier Freddy Gawain inspecte un sentier quand il atterrit soudain en plein cauchemar. Je suis arrivé là et j'ai vu la chose la plus étrange de toute ma vie. Une gigantesque toile d'araignée s'étend au-dessus du sentier. On se serait cru dans un film de science-fiction. La toile sordide est perchée à plus de 12 mètres et ses fils collants s'étendent sur une centaine de mètres. C'était terrifiant. Vous auriez été mort de peur. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'elle risquait de se développer et de détruire tout le parc. En voyant la toile, je me suis tout de suite demandé si elle provenait d'une seule araignée. Le zoologiste Roland Case craint que la plus grosse araignée du monde ait élu domicile au Texas. La plus grosse araignée du monde est la Huntsman géante. Les pattes étirées, elle peut atteindre 30 cm. La Huntsman géante fait partie du grand groupe des araignées chasseuses carnivores. Elles utilisent leur venin pour se nourrir de cafards ou, comme ici, de souris. Mais certaines espèces attaquent aussi l'homme. Leur morsure provoque la nécrose des cellules. Au secours. Cette Huntsman particulièrement agressive emprisonne une Australienne chez elle. Ces araignées sont extrêmement dangereuses. Il ne vaut mieux pas en retrouver une dans son sac de couchage. Mais Kevin Kasky est spécialiste des araignées et exclut la proposition de Roland Case. La Huntsman ne tisse pas de toile. Ces araignées ne créent pas de toile, car ce sont des chasseuses. Elles traquent leur proie. Kevin Kasky suppose que la coupable ne tue pas avec du venin, mais en étouffant ses proies dans sa toile incroyablement puissante. C'est la Darwin Bark qui tisse les plus grandes toiles. Elle mesure dans les 25 mètres. La toile des Darwin Bark est constituée de la fibre naturelle la plus solide jamais étudiée, qui est 10 fois plus résistante que le Kevlar. Une toile de 9 mètres carrés pourrait supporter une voiture de 2 tonnes et facilement emprisonner un homme.
Je n'aimerais pas en croiser une la nuit. Si je me prenais dans sa toile, je n'arriverais jamais à m'en défaire. Mais la biologiste Kelly Price repère un détail sur la photo, prouvant qu'il ne peut pas s'agir de la Darwin bark. En général, les araignées tissent leur toile en solitaire, en suivant un tracé très précis. Ici, on voit plutôt un amas de plusieurs toiles. L'ensemble n'est pas du tout organisé. La conclusion des experts est alarmante. Le monstrueux enchevêtrement de soie n'a pas été généré par un spécimen géant, mais par une armée de milliers d'araignées tisseuses ayant colonisé le parc. Le plus effrayant, c'est qu'on ignorait de quelle espèce il s'agissait. Les habitants redoutent qu'il s'agisse d'une colonie du spécimen le plus mortel de l'état de l'étoile solitaire, la veuve noire. Leur morsure peut être fatale. Aux États-Unis, la veuve noire tue 7 personnes chaque année. Alors si elles s'entraident pour chasser en si grand nombre, c'est terrifiant. Le venin de la veuve noire est 15 fois plus puissant que celui du crotale. Bien que solitaire, elle devient sociable en période de reproduction et la saison des amours a sonné. Après l'accouplement, les femelles tuent leurs partenaires. Se pourrait-il que les veuves noires meurtrières répètent ce violent procédé sur des proies plus conséquentes? Quand on voit la taille de leur toile, on se demande quel genre de proie elles visent. Est-ce qu'une biche ou un humain pourrait se faire prendre? L'expert en arachnide Mike Quinn se prête au défi. Mais en examinant la toile géante, il découvre un élément épatant. Au moins 16 espèces d'araignées vivent dans cette toile. Des espèces qui habituellement s'entretuent travaillent ici de concert. La plupart des araignées sont territoriales, donc c'est vraiment inhabituel qu'elles se regroupent de la sorte. Habituellement, les araignées ne sont pas sociales. Le seul moment où elles apprécient la compagnie de leurs congénères, c'est au dîner, quand ce sont les autres qui sont au menu. Les arachnides ont un très gros appétit. Les scientifiques estiment que les araignées engloutissent 800 millions de tonnes de nourriture par an dans le monde. Les prédatrices à 8 pattes pourraient dévorer tous les humains de la planète sans pour autant être rassasiées. Je pensais qu'elles allaient toutes m'attaquer en même temps et me dévorer toute crue. On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête collision, dès le 11 avril 19h30, à Canal D. Une toile gigantesque dans un parc texan abrite une colonie d'araignées repoussantes. Ce n'est pas normal qu'elles s'entassent toutes les unes sur les autres. Malgré leur exosquelette renforcé, leur venin toxique et leurs 8 yeux développés, les araignées n'ont jamais dominé le monde, tout simplement parce qu'elles font cavalier seules. Quoique, on peut se demander pourquoi elles se sont réunies là et ont construit une toile aussi grande. Le zoologiste Roland Case examine de nouveau la vidéo et comprend leur comportement. Un grand nombre de moucherons sont prisonniers de la toile. Si elles ont beaucoup à manger, elles peuvent se reproduire rapidement. Ça a l'air d'être le cas ici. Vu le nombre de moucherons présents dans la zone, les araignées se sont regroupées pour profiter du festin. Les Texans appréhendent le jour où les moucherons auront tous disparu. Dans la ville de l'écrivain d'épouvante Edgar Allan Poe, la terre s'ouvre et engouffre une rue tout entière. Ça emporte les voitures, une bonne partie de la chaussée, les lampadaires, la barrière.
Bam! Les voitures bougent et disparaissent. Les gens sont sous le choc. Les tunnels secrets de Baltimore s'effondrent-ils? Menacent-ils la ville tout entière? C'est comme si un désastre se déroulait au ralenti. Baltimore, dans le Maryland, compte plus de 600 000 habitants. Au cœur du centre historique, vieux de 3 siècles, se trouve Charles Village. Le 30 avril 2014, au niveau de la 26e rue Est de ce joli quartier, un monstre souterrain semble sur le point de se réveiller. Une foule se formait dehors. Quand je suis sorti, j'ai vu la rue s'effondrer petit à petit. La vidéo terrifiante abasourdit les enquêteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit rarement la terre engloutir des voitures. Au fil du temps, la rue tout entière a fini par céder. La 26e rue Est s'effondre dans la rigole. Elle a disparu en un instant. J'ai perdu ma voiture. Je n'ai rien pu faire. Les résidents s'attendent au pire. On ne savait pas si le reste de la rue ou si nos maisons allaient aussi se faire emporter. On ne savait rien du tout. Mais comment cela est-il possible? Ça fait peur à voir. Un habitant prétend connaître la cause de l'effondrement. Celle-ci validerait l'effroyable légende selon laquelle Baltimore renfermerait une galerie de tunnels hantés. J'habite ici depuis toujours. Des tas de tunnels ont été creusés sous la ville. Certains datent de la guerre de sécession. Quand j'étais enfant, j'entendais beaucoup d'histoires sur ces tunnels et sur leur utilité au cours du temps. La question est de savoir si la disparition de la 26e rue est due à l'effondrement des tunnels secrets. Les anciens Baltimoréens ont beau compter l'existence d'une multitude de tunnels, la plupart des citadins n'y prêtent pas attention. Mais dans les années 50, des ouvriers réhabilitant Lexington Market découvrent un passage secret tombé dans l'oubli. On va descendre. Martha Wise est guide et possède l'unique clé menant à cette grotte. Elle connaît le réseau souterrain mieux que personne. Vers 1951, on a découvert l'entrée de ces grottes souterraines, dont on avait totalement oublié l'existence. Selon la légende, le réseau souterrain s'étend du Washington Monument, situé dans le centre, au fort McHenry, à 3 km sur la côte. On raconte qu'en 1812, au cours de la bataille de Baltimore, les soldats américains se sont servis des tunnels pour déjouer l'invasion britannique. Le triomphe des troupes inspire Francis Scott Key à rédiger La bannière étoilée. Certains pensent que les fantômes des soldats du 19e siècle hantent encore ces tunnels. Beaucoup considèrent que les galeries ne sont que le fruit de l'imagination. Mais Martha Wise ne partage pas cet avis. Il pourrait très bien y avoir plus de tunnels. Venez par là, c'est intéressant. Nous avons la preuve qu'un tunnel a été creusé, puis rebouché avec du béton. Si Martha Wise a raison, les tunnels creusés à la main soutiennent des quartiers regroupant une trentaine de gratte-ciel. S'ils commencent à s'effondrer, toute la ville est menacée. C'est comme si un désastre se déroulait au ralenti. Des galeries utilisées pendant la guerre à Baltimore sont-elles responsables de l'effondrement d'une rue? Selon une légende, des tunnels secrets s'étendent du Washington Monument dans le centre au fort McHenry sur la côte.
ce qui ne les ferait pas passer sous la 26e rue Est. Il n'y a pas de tunnel important dans ce quartier. La catastrophe est due à un autre facteur. La planétologue Cyan Proctor étudie les images de l'effondrement. Un détail important l'amène vers une nouvelle théorie quant à l'affaiblissement du mur de soutènement. Les bulletins météorologiques de la côte Est ont enregistré des précipitations hors normes. En l'espace d'une heure, Dame Nature largue 10 cm d'eau. C'est le deuxième plus gros épisode pluvieux jamais enregistré. C'est phénoménal. Les pluies torrentielles ne peuvent plus s'évacuer correctement et saturent le sol. Quand tout à coup l'eau se mélange à la terre, ça donne de la boue. Le problème, c'est que la boue se liquéfie et forme des coulées. La vidéo est très claire. Il s'agit d'un glissement de terrain. Les glissements de terrain sont extrêmement destructeurs. Aux États-Unis, ils font près de 50 victimes chaque année et coûtent 3,5 milliards de dollars. Le plus grand de l'histoire s'abat sur le mont St. Helens, dans l'État de Washington, en mai 1980. L'évacuation des décombres nécessite 250 millions de camions-bennes. Selon Cyan Proctor, le positionnement de la rue au-dessus de la voie ferrée est problématique. Les glissements de terrain se déclenchent quand la terre est saturée en eau. Et c'est ce qui s'est passé. Selon elle, la boue s'est accumulée contre le mur de soutènement. Puis l'eau de pluie a fluidifié la boue jusqu'à faire céder le mur qui s'est alors effondré en emportant la chaussée. Ces incroyables averses sont la goutte d'eau de trop. Le mur n'a pas supporté. La nature emporte une fois de plus un édifice humain. Par miracle, il n'y a aucun blessé. L'effondrement n'a pas révélé l'existence des tunnels légendaires, mais les Baltimoriens gardent toutefois espoir. Baltimore garde ses secrets bien au chaud. Elle nous les livrera quand elle sera prête. Tout de suite, une petite rue tranquille reçoit un visiteur inopiné venu du ciel. Et tout d'un coup, bam! Un objet tombe du ciel. Les riverains sont tétanisés. À quelques mètres près, ça m'aurait tué. La vérité doit éclater. Il pourrait s'agir de conditions météo extrêmes et de grêlons géants s'abattant sur Londres. « 7 février 2018, Londres, Angleterre. 3 millions de Londoniens entament leur journée de travail, dont le dentiste Howard Steen. On a entendu un sifflement, comme celui d'une bombe. Une caméra enregistre un fait troublant. Et puis ça a fait bam. Un objet géant s'est écrasé à côté d'eux. Un énorme bloc de glace se pulvérise sur le sol à quelques mètres de deux passants. Cet homme l'a vraiment échappé belle. Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Dès le 10 avril, 19h30, à Canal D. Un obus glacé tombe du ciel londonien totalement dégagé. C'est un miracle que personne n'ait été blessé. À quelques mètres près, ça m'aurait tué. Ce n'est pas la première fois qu'un objet inopiné tombe du ciel. En 1954, une météorite de la taille d'un pamplemousse heurte le toit d'une maison en Alabama. L'occupante survit et narre l'incident, contrairement à un petit garçon turc tué par une chèvre qui trébuche d'un immeuble.
Connor McCourt, ancien analyste vidéo de la police de New York, examine la vidéo de surveillance afin de déterminer les dimensions du mystérieux bloc de glace. On possède des éléments comparatifs. En se basant sur les gens au premier plan, on en conclut que le bloc est de la largeur d'un être humain. Selon ces calculs, un bloc de glace de cette taille pèse dans les 20 kilos. 20 kilos, c'est énorme. C'est comme si on recevait un micro-ondes sur la tête. Mais d'où peut bien venir cet énorme bloc de glace? Dans les climats très froids, la chute de glace est un danger notoire. Aux États-Unis, les stalactites tuent une quinzaine de personnes chaque année. Mais ce jour-là, à Londres, la neige n'est pas au rendez-vous et les experts planchent pour découvrir la source du missile potentiellement mortel avant qu'un autre obus glacé ne s'abatte ailleurs. Il pourrait s'agir de conditions météo extrêmes. En localisant l'incident qui aurait pu s'avérer mortel, l'expert aéronautique Joe Papalardo se rend compte qu'il s'est déroulé sous un couloir aérien de Heathrow, l'un des plus gros aéroports du monde. Les comptes rendus de vol indiquent qu'un avion a survolé la zone peu de temps avant la chute de la boule de glace. Chaque jour, 3000 appareils rasent les toits londoniens. Il arrive que des objets s'échappent lors de l'atterrissage. En 2015, la police découvre le corps d'un passager clandestin sur le toit d'un immeuble à 3 km de là. Il était à bord d'un vol en provenance d'Afrique du Sud. En général, les passagers clandestins tentent de s'agripper au train d'atterrissage. Et très souvent, ils s'évanouissent. Car au-delà de 25 000 pieds, la quantité d'oxygène est beaucoup trop faible. Les enquêteurs présument que l'homme a malencontreusement chuté lors de l'ouverture du train d'atterrissage. Jade Lovell pense que le bout de glace provient lui aussi d'un avion. On voit rarement des gens tomber d'un avion. Par contre, de la glace bleue est tombée plus d'une fois. Glace bleue est le terme qu'on utilise pour désigner l'eau des toilettes évacuée en vol. Dans les avions, l'eau des toilettes est bleue. En cas de fuite, lorsque l'appareil atteint la haute altitude, elle gèle et forme une bombe solide en chute libre vers le sol. C'est terrible de mourir percuté par une grosse boule d'eau usée. Les avions ne volent pas en évacuant l'eau des toilettes sur la tête des gens. Ça ne se passe pas du tout comme ça. La glace bleue se forme uniquement en cas de fuite et reste un phénomène très rare. Mais notre spécialiste analyse d'images remarque un détail qui réfute la théorie de la glace bleue. On voit bien que l'objet qui tombe est d'un blanc pur. Contrairement aux eaux usées des avions, qui contiennent des produits chimiques bleutés. Donc il ne s'agit pas de ça. La planétologue Cyan Proctor pense qu'un phénomène météorologique insolite pourrait être en cause. J'ai tout de suite pensé à de la grêle. Un grêlon moyen fait la taille d'un pois. Mais il existe aussi des grêlons géants. Le plus gros grêlon de l'histoire des États-Unis est tombé dans le Dakota du Sud en 2010. Il mesurait 20 cm et pesait près d'1 kilo. On aurait dit un pamplemousse. Le météorologue Chris Bell constate les dégâts considérables qu'infligent ces grêlons géants. En Amérique et en Afrique, on a déjà vu des averses de grêle décimer des troupeaux de bétail entiers. Donc elles peuvent être mortelles. Mais Chris Bell met à mal cette théorie. Quand il grêle, il ne tombe pas qu'un seul grêlon. C'est une averse continue. Donc ce bloc de glace qui tombe de manière isolée ne peut pas être considéré comme un grêlon. Le météorologue Chris Walczek consulte les dernières recherches académiques et découvre une hypothèse inquiétante. L'obus glacé a tout d'un méga cryométéore.
Un méga cryométéore est un bloc de glace dont la taille surpasse n'importe quel grêlon et qui s'abat quand le ciel est dégagé. Son mécanisme de formation n'est pas encore bien connu. Certains scientifiques avancent que ces mystérieux obus glacés sont d'origine extraterrestre. Il s'agit peut-être du noyau d'une comète qui a traversé l'atmosphère, ce noyau étant le seul élément qui a survécu. Les comètes s'étendent sur des kilomètres et filent à une vitesse vertigineuse. Quand une grosse boule de glace s'écrase sur la Terre, les dégâts sont inévitables. Selon d'autres scientifiques, les méga-cryométéores tueuses sont des entités rares qui se forment dans la tropopause, une zone située à des kilomètres au-dessus de la Terre. Cependant, on ignore pourquoi ces blocs de glace sont si conséquents. Pour qu'un bout de glace de 20 kg reste en suspension dans l'atmosphère, il faudrait qu'il soit pris dans un courant d'air ascendant très humide qui lui permette de geler à haute altitude. Le météorologiste Chris Bell conduit une expérience. Le but est de déterminer la force de vent qui aurait été nécessaire au-dessus de Londres pour retenir momentanément le bloc de glace dans les airs. On actionne le tunnel à vent pour simuler des rafales soufflant à 60 km/h, ce qui correspond à un vent de force 8. Pour le moment, la glace ne bouge pas. Chris Bell augmente la force du vent. On a atteint les 220 km/h. Ça y est, le bloc de glace se soulève. Il aura fallu un vent de 220 km/h. L'expérience démontre que de puissants courants d'air auraient pu retenir le bloc de glace dans les airs. Mais pour Chris Bell, ça ne colle pas. Ce genre de rafale accompagne uniquement les très gros ouragans. Ça ne correspond pas aux conditions observées à Londres ce jour-là. L'origine de l'obus glacé demeure un mystère. C'est très inquiétant que de si gros morceaux de glace tombent du ciel soudainement. On est tous susceptibles d'en recevoir un sur la tête. Dans une ville assiégée, meurtrie par la guerre, un globe de feu vient perturber le calme précaire d'un cessez-le-feu. En voyant ça, ils ont dû penser que c'était la fin du monde. L'ennemi est-il aux portes de la ville? Ou s'agit-il de terrifiants visiteurs venus d'un autre monde? On ignore d'où ça vient et l'impact que ça peut avoir. Mais c'est mauvais signe et ça se rapproche. Nous sommes à Donetsk, en Ukraine, le 24 février 2015. Depuis plus d'un an, le pays est déchiré par la guerre. Comme souvent, les citoyens battent en retraite sous la lueur nocturne des missiles. Mais soudain, le calme troublant d'un cessez-le-feu envahit la ville. Ancien agent secret de la CIA, Lindsay Moran est une spécialiste des zones de guerre. Ce cessez-le-feu était on ne peut plus précaire. Personne ne savait s'il allait tenir le coup. C'était une période très dangereuse pour l'Ukraine. Au 6e jour du cessez-le-feu, à 22h50, une caméra de surveillance braquée sur la ville repère un objet en feu encore jamais observé par les habitants désabusés. Cette boule de lumière dominant la ville est-elle une alliée ou une ennemie? Quand on voit ce genre de choses, on pense tout de suite à un ovni. Ce n'est pas la première fois qu'un ovni effraie l'Ukraine. En 1982, la présence d'un gros objet mystérieux planant au-dessus d'une base nucléaire manque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Au dire des responsables de la base, l'OVNI s'empare des codes de lancement des missiles pendant 15 secondes, ce qui plonge les militaires en alerte rouge. À ce jour, l'incident reste inexpliqué. En voyant ça, les habitants de Donetsk ont dû penser que c'était la fin du monde. Il y a deux individus qui pointent vers eux. Couche-toi, c'est un hold-up. Je vois mon coffre-fort qui est tout défoncé. Ils sont partis avec 854 000 $. Ça faisait un peu hollywoodien. Voleur en série, vendredi 20h à Canal D.
Un globe de feu non identifié illuminant le ciel se rapproche de Donetsk, ville ukrainienne meurtrie par la guerre. L'analyste militaire Carlo Muñoz craint la rupture imminente du cessez-le-feu. Quand on est soldat à Donetsk et qu'on voit un globe de feu se diriger vers soi, on va automatiquement conclure qu'il s'agit d'une arme et que cette arme ennemie a pour but de nous anéantir. Paco Chierici, ancien pilote de chasse de la Navy américaine, inspecte la vidéo. Pour lui, l'objet se déplace trop lentement pour être un missile ennemi. La vidéo n'a pas de timecode incrusté, donc on a du mal à identifier la durée réelle des événements. Mais si on se base sur les voitures qui défilent, il semblerait que plusieurs minutes se soient écoulées. En visionnant la scène au ralenti, on calcule que l'objet met approximativement 8 minutes pour survoler la ville. S'il s'agit d'une arme, elle ne ressemble à aucune autre, parce qu'elle se déplace vraiment comme une tortue. Lindsay Moran avance que la vidéo pourrait révéler une arme conçue spécialement pour démoraliser et stresser les habitants de la ville assiégée. La guerre psychologique est utilisée depuis toujours. Elle se base sur des techniques d'intimidation ou de déstabilisation de la population adverse. De nos jours, l'armée américaine diffuse des chansons de Metallica pour instiller la peur chez les talibans afghans. Grâce à de nouvelles technologies laser, les pilotes peuvent projeter des images sur les nuages. Les troupes américaines ont même songé à une opération saugrenue consistant à projeter un spectre divin au-dessus d'un bastion ennemi pour les contraindre à se rendre. Quand on est confronté à quelque chose de totalement insolite, notre peur décuple immédiatement. L'analyste militaire connaît bien les lumières intenses utilisées pour semer la panique. L'armée américaine teste des dispositifs visant à aveugler ou désorienter l'ennemi. On appelle ça des dazzlers. Une arme cherchant à aveugler une ville de la taille de Donetsk aurait probablement endommagé la caméra qui a pris cette vidéo. Donc j'en conclus qu'il ne s'agit pas de ça. Les experts peinent à expliquer la composition du mystérieux globe. De par son éclat et la lenteur de ses déplacements dans le ciel nocturne, ce globe ressemble à une lune miniature. Le chimiste Andrea Sella pense instantanément au seul composé chimique capable d'émettre un rayonnement si intense. Il pourrait s'agir de phosphore blanc. Il est connu pour ses qualités de combustion spontanée au contact de l'air. Le phosphore blanc est une arme terrifiante. Le composé brûle continuellement à plus de 800 degrés et pénètre la peau et les os comme dans du beurre. Le traité de Genève a interdit le phosphore et l'a classé dans la catégorie des armes chimiques. Cependant, Lindsay Moran souligne que le phosphore blanc conserve tout de même une utilisation militaire. Les militaires l'utilisent parfois pour éclairer une zone de combat. Il partage surtout les caractéristiques du leurre infrarouge, communément utilisé par les forces armées américaines, russes ou autres. Si les Russes larguent du phosphore pour éclairer Donetsk en vue d'une attaque nocturne, le cessez-le-feu sera rompu. Ça a vraiment dû être effrayant pour les habitants de voir ce drôle d'objet lumineux inexpliqué rôder dans le ciel nocturne. Tout de suite, un bûcheron coupe un arbre qui verse du sang. C'est bizarre. C'est contre nature et ça gicle dans tous les sens. Un arbre, ça ne saigne pas. Si le sang ne provient pas du tronc, ça vient peut-être de ce qu'il a mangé. Les plantes mangeuses d'hommes se servent de leur vrille pour piéger leur proie.
parfois aussi grosses qu'un homme, et sucer leur sang. C'est un carnage digne de massacre à la tronçonneuse. En septembre 2015, dans la province du Fujian en Chine, un bûcheron coupe un tronc et provoque un bain de sang. C'est comme s'il avait touché une artère, mais les arbres n'en ont pas, donc je ne comprends pas bien. Je n'ai jamais vu un arbre verser une goutte de sang. Alors se vider de cette façon comme s'il avait été éventré, on se croirait dans un film d'horreur. Ça aurait pu être de la sève, mais ça n'y ressemble pas. La sève s'évacue une goutte à la fois. Alors que là, ça coule à flot. Fait incroyable, l'anthropologue culturel Deborah Hyde découvre qu'un autre arbre connaît un passé sanglant. Au XIXe siècle, des explorateurs partis cartographier la jungle malgache rapportent l'existence d'un arbre mangeur d'hommes. On raconte qu'une femme aurait servi d'offrande et que l'arbre l'aurait saisie dans ses vrilles pour la dévorer. Plus récemment, une plante grimpante d'Amérique centrale serait friande de chair humaine. C'est la fameuse légende de la vigne vampire du Nicaragua. Elle se sert de ses vrilles pour piéger ses proies, parfois aussi grosses qu'un homme, et sucer leur sang. Aucun spécimen de vigne vampire n'a été détecté. Mais les bûcherons chinois auraient-ils découvert un arbre carnivore? Dès le 10 avril, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Canal D, tout découvrir. En Chine, une tronçonneuse fait naître une fontaine rouge sang. Ça ne se contente pas de couler, ça gicle. La vidéo intrigue le biologiste Jeffrey Dean, qui confirme que les plantes carnivores n'existent pas que dans les films d'horreur. Il existe plusieurs centaines d'espèces de plantes carnivores. Les espèces les plus carnassières peuplent les marais de Caroline du Nord et du Sud et emprisonnent leurs proies grâce aux poils qui recouvrent leurs feuilles. Quand un insecte invasif ou un scarabée frôle un poil, les feuilles se referment automatiquement à la manière d'une tapette à souris. Afin de l'absorber, la plante libère des enzymes digestifs qui désagrègent l'animal prisonnier. Il s'agit de la Dionée attrape-mouche. Une fois l'insecte capturé, il va mourir et se désintégrer. En se désintégrant, il va libérer de l'azote qui servira d'élément nutritif à la plante. Perchée à 1,20 m, la plante pichet découverte dans la jungle d'Asie du Sud-Est est encore plus vorace. On a déjà retrouvé des squelettes de souris, de lézards et de serpents dans la cavité de grandes plantes pichets. Au vu des facultés carnivores de la plante, Jeffrey Dean serait tenté de penser qu'elle est en mesure de consommer des humains. S'il existait des Dionnées attrape-mouches avec un piège assez grand pour renfermer un humain, alors rien n'empêcherait la plante de l'absorber, après qu'il se soit évanoui. C'est dans sa nature de fonctionner ainsi. Le corps humain renferme en moyenne 2 kg d'azote, ce qui suffit largement à nourrir un arbre. Mais Jeffrey Dean doute de l'existence d'arbres carnivores. Nous n'avons jamais découvert aucune plante suffisamment grande pour piéger et dévorer une créature de notre taille. En constatant la grande quantité de sang, la zoologiste Tara Pairi envisage la présence d'un animal pris au piège dans le tronc. En général, les serpents sont très sensibles aux bruits environnants. Mais s'ils sont en période d'hibernation, ils réagissent et se déplacent beaucoup plus lentement. Donc on a déjà vu des serpents se faire couper en deux lors d'abattage d'arbres. Mais compte tenu de la quantité de liquide jaillissant de l'arbre, le zoologiste Roland Case ne penche pas pour la théorie du serpent.
Quand on voit le massacre que ça génère, on se demande bien de quel animal il peut s'agir. Une telle quantité de sang provient forcément d'un gros animal, mais il n'aurait jamais pu se faufiler dans le tronc. Jeffrey Dean examine la vidéo image par image et détermine que l'arbre est un eucalyptus. À l'âge adulte, l'espèce peut contenir jusqu'à 20 litres de sève, dont la gomme quino, son plus grand principe actif de couleur rouge sang. Ces sucres rouges baptisés quino sont utilisés dans bon nombre de médecines traditionnelles. La sève peut facilement être confondue avec du sang. En effet, les deux fluides possèdent une qualité unique. La sève et le sang possèdent tous les deux des coagulants qui évitent au liquide de s'évacuer. C'est sûrement pour ça que cette sève a des airs de sang coagulé. C'est comme quand on mange un beignet à la confiture et qu'on en met partout sur son pantalon quand on arrive à la partie fourrée. La nature est bizarre et parfois repoussante.